sommes le mercredi 17 juin, bonjour et bon réveil, merci d'être avec nous sur i24 News. Voici les titres à la une de l'actualité. Le président palestinien annonce la démission de son gouvernement en conflit avec le Hamas. Mahmoud Abbas regrette l'incapacité de son parti à agir dans la bande de Gaza. Et alors que le rapport de l'ONU sur le dernier conflit à Gaza est attendu dans les jours qui viennent, la dernière arme d'Israël pour contrer les accusations de crimes de guerre, ce film animé, produit par le ministère des Affaires étrangères, objectif révéler le vrai visage du Hamas. Et puis le milliardaire Donald Trump se lance dans la course à la présidentielle américaine, un personnage haut en couleur qui ne devrait pas représenter de réelles menaces pour les autres candidats républicains. En France, près de 700 000 lycéens dans les starting blocks. C'est ce matin que démarrent les épreuves du bac. Âgés de 13 à 93 ans, ils se lancent dans une course effrénée qui durera une semaine. Triche, orthographe, dernier conseil, tout ce qu'il faut savoir sur l'épreuve 2015 dans un instant. Enfin, cette question, le Youssi a-t-il tué le hipster? Une nouvelle tribu émerge, les Young Urban Creatives en français, les jeunes urbains créatifs, une génération décomplexée à la poursuite de ses rêves et à la recherche d'un épanouissement financier. Bienvenue à tous. Le gouvernement d'unité palestinien devrait donc démissionner dans la journée. C'est ce qu'a annoncé le président Mahmoud Abbas. Une démission qui sanctionne les divisions entre Fatah et Hamas malgré la réconciliation proclamée en 2014 et l'incapacité du gouvernement d'union nationale à exercer son autorité sur la bande de Gaza. Bonjour Mathias Inbar. Bonjour. Cette démission confirme en effet l'incapacité des deux grands partis palestiniens à s'entendre. Écoutez, les meilleurs experts palestiniens le disait à l'époque, ce gouvernement d'union ne tiendra pas et en effet ils ont eu raison et force est de constater que les deux grands factions palestiniennes ne s'entendent pas, n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a deux visions de la manière dont on doit concevoir la politique palestinienne tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Voilà pourquoi les deux factions ne s'entendent pas pour l'instant. Il y a un gouvernement de technocrates, vous l'avez dit, mais Mahmoud Abbas veut absolument réunir toutes les factions palestiniennes, toutes sauf le djihad islamique qui pour l'instant n'a pas accepté de rentrer dans ce éventuel futur gouvernement. Quand je parle de toutes les factions, Hamas, Fatah, FPLP et autres. Pourquoi maintenant? Quel est le calcul politique de Mahmoud Abbas, tant sur la scène intérieure que face à Israël et à la communauté internationale? Mahmoud Abbas sait qu'il n'est plus légitime dans la scène palestinienne tout simplement parce que ça fait 5 ans qu'il doit organiser des élections présidentielles, qu'il est en poste de président sans élection. Il sait que s'il y a des élections demain, il perd. Une autre raison, c'est que le Hamas est en train, selon en tout cas la plupart des journaux bien informés, est en train de négocier via le Qatar avec Israël pour la création d'un port à Gaza et d'une ta'adia, d'une trêve longue durée de 5 ans. Et ça, Mahmoud Abbas n'en veut pas parce qu'il se sentirait hors jeu de la scène palestinienne, en tout cas du territoire gazaoui, et il veut absolument faire rentrer ses cadres du Fatah dans la bande de Gaza pour éviter tout simplement que le Fatah soit hors jeu et dans la bande de Gaza et que le Hamas, fort de ce succès éventuel diplomatique, revienne sur la scène en Cisjordanie et pousse à de nouvelles élections. On le sait, lorsqu'il y a eu des élections estudiantines dans la faculté de Birzeit à côté de Ramallah, le Hamas l'a emporté et immédiatement le Fatah a arrêté les vainqueurs estudiantins de cette élection. Merci beaucoup Mathias. Et c'est dans ce contexte que le président palestinien s'est exprimé une nouvelle fois hier sur l'impasse dans les négociations avec Israël. Je vous propose d'écouter Mahmoud Abbas. Nous n'accepterons pas un État juif, jamais. Si ceci va être mentionné dans les négociations, nous ne l'accepterons pas. Nous avons dit ceci aux Israéliens et aux autres. Le ministre français des Affaires étrangères nous rendra visite et nous discuterons avec lui. Par ailleurs, ils sont nos amis et les amis des Israéliens. Ça ne nous dérange pas. Et toujours dans la région, cette mesure exceptionnelle prise par l'armée israélienne hier pendant 2 heures. Le nord du Golan a été décrété zone militaire fermée. Une décision prise de peur d'infiltration de réfugiés druzes venus de Syrie vers Israël ou même un débordement des combats sur le sol israélien. Cette communauté druze séparée par la frontière craint un massacre en Syrie par les djihadistes d'Al-Nosra. Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Barbara.
la pression des Druzes israéliens est de plus en plus grande sur le gouvernement Netanyahou pour qu'il agisse pour ses frères de l'autre côté de la frontière. Oui, il y a une situation d'urgence pour les Druzes qui se trouvent du côté syrien de la frontière et on parle de possibles afflux de réfugiés à l'intérieur même du territoire israélien. Alors quelle va être la position israélienne? Est-ce que l'on peut, par exemple, envisager une intervention israélienne? Il n'en est pas question pour l'instant. L'armée israélienne, le général Eisenkot, le chef d'état-major, l'a dit, pas question d'intervenir à l'intérieur du territoire syrien, ni militairement, ni même de pénétrer à l'intérieur du territoire syrien. Mais par contre, il peut y avoir d'autres possibilités de soutien, d'aide à la communauté druze, et ce à la demande des Druzes d'Israël et des Druzes du Golan en particulier. C'est une aide, ça peut être une aide humanitaire, alors avec la création d'un camp, d'un hôpital de campagne qui pourrait être dressé donc à la frontière, et puis aussi ça pourrait être une aide diplomatique, en poussant par exemple, en essayant de faire pression sur les États-Unis afin qu'ils bombardent les positions de rebelles et qu'ils permettent aux Druzes de relâcher quelque peu l'étreinte actuelle au niveau militaire. Et éviter peut-être ce massacre annoncé. Daniel, quels sont les liens qui unissent ces Druzes du côté israélien de la frontière et du côté syrien de la frontière? Écoutez, c'est une communauté qui a été séparée en 1967 pendant la guerre des 6 jours. Ils sont séparés. Le village de El Khader est à 3 km du village de Majd el-Shams qui est en territoire israélien, dans le Golan. Il y a une fameuse colline qu'on appelle la colline des cris qui permet à ces familles qui se sont retrouvées brusquement séparées il y a de cela plus de 40 ans de discuter, de dialoguer en se criant. Il y a des liens très étroits et de là l'inquiétude de la communauté des Druzes du Golan en particulier. Il y a une communauté druze israélienne qui est très active, très impliquée dans la vie de la société israélienne, qui est très loyale envers l'État d'Israël, qui sert dans l'armée, puisqu'on a vu par exemple que le commandant en chef de la brigade de Golani l'été dernier à Gaza est un Druze. Donc il y a une implication, une loyauté envers Israël, mais il y a aussi une préoccupation, une solidarité communautaire avec les Druzes de Syrie. Merci Daniel. En France, boycotté par la droite, Manuel Valls a engagé hier à l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement pour permettre l'adoption sans vote en nouvelle lecture du projet de loi Macron. Un choix d'efficacité selon le Premier ministre sur un texte qui continue de diviser également à gauche. On écoute le Premier ministre. Il faut avancer dans l'intérêt des Français. C'est un impératif et croyez bien que la détermination de mon gouvernement à réformer est intacte. C'est donc un choix d'efficacité que je vous propose. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai donc décidé, après délibération du Conseil des ministres qui m'y a autorisé le 17 février 2015, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette responsabilité est engagée sur le texte adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale le 11 juin 2015 et modifié par les amendements essentiellement rédactionnels et de coordination portés par les rapporteurs dont j'ai remis la liste au président de l'Assemblée nationale. Politique, toujours, Marine Le Pen a réussi son pari. Elle parvient à former un groupe au Parlement européen, une association de 7 partis européens d'extrême droite réunis sous le nom Europe des Nations et des Libertés. Un groupe qui devrait conférer de nombreux avantages au FN. Léa Berdugo. Marine Le Pen en rêvait depuis un an, c'est désormais chose faite. Le Front National a réussi la formation d'un groupe parlementaire depuis le raz-de-marée des élections européennes. Composé de 7 nationalités, critère nécessaire à la formation d'un groupe, il compte 37 eurodéputés, dont 2 Polonais du parti d'extrême droite KNP et une ancienne élue britannique de l'UKIP. Pour l'eurodéputé néerlandais Geert Wilders, la formation de ce groupe eurosceptique est une victoire. Today, it's D-Day. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le début de notre libération. Nous sommes enfin arrivés à ce jour de la libération. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui est un moment historique. Cette nouvelle formation, baptisée Europe des Nations et des Libertés, sera présidée par la chef du Front National et un eurodéputé du PVV néerlandais, allié historique du FN. Marine Le Pen apparaît, elle, plus que satisfaite. Le groupe va représenter une force de frappe politique sans commune mesure avec notre situation précédente. C'est l'aboutissement
d'une année de travail. La création de ce groupe n'empêche pas la poursuite des brouilles familiales au sein du clan Le Pen. Il a été annoncé que le père de Marine, Jean-Marie, ne ferait pas partie du groupe. En signe de soutien, son lieutenant Bruno Gollnisch a indiqué qu'il n'en serait également pas membre. Les avantages liés à ce groupe sont nombreux. Possibilité de revendiquer des commissions ou des sous-commissions, subventions de l'Union européenne sur la durée de la législature et bien sûr une meilleure visibilité pour les partis d'extrême droite au Parlement. Et bonjour à Stéphane Vanish, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Marine Le Pen, prise au mot, professeur associé des universités Paris-Est, Créteil. Et la création de ce groupe européen est une victoire financière, on l'a compris, pour Marine Le Pen, mais également politique. Oui, bonjour, oui, tout à fait, parce que ça va donner une visibilité très forte dans toute l'Union européenne, parce que les interventions d'un groupe politique au sein de l'Assemblée de l'Union européenne est important, ça donne des droits, ça donne une capacité d'intervention dans l'espace public et donc du coup on va avoir une plus grande force de frappe en effet de l'extrême droite européenne. Est-ce qu'il existe, si on essaye de mieux décrypter cette extrême droite européenne, est-ce qu'il existe finalement des partis restés infréquentables comme les Grecs, Daube Dorée et puis tous les autres comme le FN qui aspirent au pouvoir au niveau national ? Oui, enfin, il y a deux sortes de partis, même à l'intérieur de ce groupe actuel, il y a deux sortes de partis. Il ne faut pas oublier que l'UKIP anglais de Grande-Bretagne a refusé de faire un groupe avec le Front National pour cause d'antisémitisme. Donc l'UKIP n'est toujours pas là, donc on voit bien qu'il y a quand même une logique qui perdure. Et puis à l'intérieur de ce groupe, il y a le PVV néerlandais ou la Ligue du Nord italienne qui est plutôt pro-israélienne, qui n'a pas de référence avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, alors que le FPÖ autrichien et le Front National français a quand même quelques problèmes vis-à-vis de ces thèmes. Et donc on voit bien même que à l'intérieur même de cette union des extrêmes droites européennes, il y a des différences. Pour conclure, pourquoi cette extrême droite européenne, peut-être plus modérée, fréquentable, dirons-nous, connaît un tel succès dans cette Europe de 2015 ? Pour des raisons simplement liées à la mondialisation et à l'immigration, c'est-à-dire que globalement on a deux extrêmes droites, une qui a pour référence la Seconde Guerre mondiale, le nazisme et l'antisémitisme, celle-là n'appartient pas à ce groupe. Jean-Marie Le Pen faisait partie de ces personnes, une partie du FPÖ autrichien, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a une deuxième extrême droite plus moderne qui réagit contre la mondialisation, contre l'Union européenne, contre l'euro, contre l'immigration, qui est nationaliste, xénophobe, mais qui n'a pas pour référence la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt l'évolution du monde. Stéphane Vanish, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on reste en Europe. La France et l'Allemagne haussent le ton contre l'Italie alors que des dizaines de migrants réfugiés sous un pont à la frontière franco-italienne ont été évacués hier matin. Eh bien, Paris et Berlin, ensemble, ont demandé à l'Italie de garder pour elle les migrants économiques qui déferlent sur ses côtes plutôt que de les laisser tenter leur chance vers le nord. Ces policiers italiens tentent de faire monter les migrants dans un autocar de la Croix-Rouge. Une mission quasi impossible face à la résistance de plusieurs d'entre eux. Quelques hommes ont réussi à prendre la fuite en direction des rochers de bord de mer. Ils tentent depuis jeudi dernier de franchir la frontière toute proche. Mais les autorités françaises ne les laissent pas passer. Un blocage dénoncé avec force par le Premier ministre italien Matteo Renzi. Soit c'est un problème européen et nous le réglons tous ensemble, soit l'Europe ferme les yeux et l'Italie doit gérer cela. Mais je le dis avec l'amertume de celui qui pense que l'Europe est une grande institution avec des valeurs. Face à ce problème, aucun égoïsme national ne fonctionnera. Il est nécessaire que tout le monde s'y intéresse et y travaille. Une réunion de crise a été organisée en urgence au Luxembourg. Mais pour le ministre de l'Intérieur français, la frontière avec l'Italie n'est pas bloquée. La France y fait seulement respecter les directives européennes. Lorsque des migrants franchissent les frontières alors qu'il est établi que leur arrivée s'est faite en Italie, il est normal qu'ils soient réadmis en Italie et nous avons d'ailleurs des accords. Nous procédons donc actuellement à des contrôles pour que ces accords soient respectés. Le ministre se trouve justement au Luxembourg pour examiner le programme de prise en charge des demandeurs d'asile proposé par la Commission européenne. Un plan destiné à soulager la Grèce et l'Italie submergées par les arrivées de migrants en Méditerranée. Mais les 28 sont bien loin de la conclusion d'un accord. En cause, les réticences d'une dizaine de pays envers la méthode des quotas afin de répartir les migrants entre les États membres et le refus pur et simple de plusieurs dizaines d'autres pays de participer au programme.
Et puis je vous le disais en titre, c'est donc ce mercredi que des centaines de milliers de lycéens vont affronter pour une semaine les épreuves du bac. Une des grandes difficultés, lutter contre le stress des examens, et certains lycéens se tournent désormais vers la méditation, une démarche encore rare mais qui fait ses preuves. Reportage. Les yeux fermés, immobile pendant de longues minutes, Eva apprend à se concentrer. C'était dur. Entre les copains, la musique et les sorties, difficile de se poser pour réviser. Alors, depuis 2 ans, elle fait des stages de méditation. On travaille notamment sur tout ce qui est la concentration, ou plus précisément l'attention focalisée. Et je crois que ce qu'Eva a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité aussi à prendre conscience des moments de distraction. Et finalement, pour être présent, il faut aussi être conscient des moments où on est absent pour justement pouvoir ramener l'attention. Ce problème d'attention, on le retrouve chez beaucoup d'adolescents distraits par les nouvelles technologies. C'est ce que constate tous les jours le père d'Eva, qui l'a orienté vers la méditation. Le multitasking, l'iPhone à côté, la musique de l'autre, les devoirs devant, ça ne facilite pas l'apprentissage, évidemment. Pour Eva, il y a encore des loupés à quelques jours de ses épreuves de français et de sciences. Je me dis, bon, j'ai quand même le bac, je vais ouvrir un bouquin. J'ouvre et j'arrive pas. Je lis une phrase, je suis comme ça, je la lis, mais ça fait comme ça, ça sort. Mais si des progrès restent à faire au niveau de la concentration, côté stress des examens, ça va beaucoup mieux. Je me prends beaucoup moins la tête, ça me fait du bien, et que ce soit à l'oral, je me dis pas si je passe à l'oral, je commence à me ronger les ongles, etc. Du coup, je ronge plus mes ongles. Méditation, relaxation, yoga, autant de techniques qui semblent bénéfiques pour les élèves, mais encore peu répandues, car peu connues des parents comme des enseignants. Sylvie, professeure en lycée professionnel, fait figure d'exception. Elle s'est battue pour que son atelier de yoga devienne une option en seconde. Il n'y a pas eu jusqu'à présent une réflexion au niveau de l'éducation nationale par rapport à ces expérimentations. Contrairement à ce qui se fait déjà dans les pays anglo-saxons, il faudra sans doute du temps pour que ces techniques entrent par la grande porte à l'école. En attendant, Eva et ses amis sont prêts à plancher sur leur bac français en toute tranquillité. Voilà, la méditation, pourquoi pas. En tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces lycéens. Rudy, chaque année, finalement, on se pose les mêmes questions sur le bac. L'une d'entre elles, c'est une légende urbaine très célèbre. Oui, on ne sait pas quelles seront les questions existentielles qui seront dans quelques minutes sur les pupitres de tous les lycéens qui passent le bac. Mais par contre, on sait qu'ils rêvent tous de cette fameuse légende qui dure depuis déjà une trentaine d'années. Alors c'est l'histoire d'un élève qui à la question « Qu'est-ce que le risque ?» aurait répondu « Le risque c'est ça » et serait reparti avec 20 sur 20. La question figure même dans les questions-réponses de l'éducation nationale, preuve que la légende est faite pour perdure. Alors évidemment, personne ne sait si cette histoire est avérée, mais Slate a mené l'enquête et croit avoir trouvé l'origine de cette légende urbaine. Vous la voyez actuellement à l'écran. C'est un film de 78 réalisé par Christian Gion. Le film s'appelle Le Pion et c'est exactement cette scène qui est décrite. Regardez, c'est avec le comédien Henri Guibé, ça date de 78. Premier logier, 18 sur 20. J'ajouterai, monsieur Logier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, monsieur Logier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique, parce que si je n'avais pas tourné la page, monsieur Logier avait 0. Au lieu de faire un devoir, il a, avec ce dont il disposait, c'est-à-dire un stylo et une feuille de papier, fait un acte risqué. Les autres ont réfléchi sur le risque. Lui, il a risqué. Voilà, donc ça vient de là. Ça vient d'un film. Ça viendrait de là. Ça viendrait de là. Autre polémique cette année concernant le bac, une trop grande indulgence par rapport aux fautes d'orthographe. Oui, c'est ce qu'on appelle pudiquement l'harmonisation de la correction. En clair, pour qu'une majorité d'élèves soit reçue au bac, l'éducation nationale ferme de plus en plus les yeux sur les lacunes en orthographe. C'est une tendance dont a parlé le Figaro étudiant. Le journaliste nous apprend par exemple que dans l'académie d'Aix-Marseille, les inspecteurs ont comme recommandation d'enlever seulement
2 points en cas d'orthographe très incorrecte et seulement 4 points si, je cite, la copie a une syntaxe et un lexique défaillant au point d'altérer l'intelligibilité de nombreux passages. En gros, si on ne comprend rien au sujet, eh bien, c'est 4 points. En clair, l'orthographe est devenue quelque chose d'accessoire pour l'éducation nationale. Bernard Pivot, grand maître de l'orthographe, dit l'orthographe est une valeur devenue aléatoire, quasiment ornementale. Ça permet de recruter des profs qui sont même pas très bons en orthographe. Voilà, justement. Même les profs de français feraient des fautes. Hein. Absolument, les profs de français font des fautes et même dans les bulletins scolaires, il y a des fautes qui se glissent, c'est-à-dire que le niveau général de l'orthographe baisse. Regardez cette expérience sur la même dictée qui a été faite par 2000 élèves. En 1987, ils ne faisaient que 10,7 fautes, alors qu'ils en faisaient 4 de plus en 2005. Et la cerise sur le gâteau, on l'a dit, c'est effectivement que ça ne concerne pas forcément que les élèves, mais ça concerne aussi leurs professeurs. Alors cette baisse de niveau, elle peut s'expliquer par le fait que les méthodes d'éducation depuis une vingtaine, trentaine d'années ont négligé les méthodes qui ont été jugées trop simplistes, c'est-à-dire la mémorisation, la répétition, des choses un peu rébarbatives, sauf que ces méthodes-là entraînent le cerveau à être rigoureux en quoi? Eh bien, en orthographe. Merci beaucoup, Rudy. On le répète, bonne chance à tous les jeunes. Moi, je le laisse, ça va. Ouais, vous l'avez, on l'a. E3 2015, San vous dit peut-être rien, mais c'est le nom de l'édition annuelle du plus grand salon de jeux vidéo au monde. Il se tient à Los Angeles et depuis 20 ans, il constitue le rendez-vous durant lequel la plupart des acteurs de l'industrie révèlent leurs nouveaux projets. Regardez. C'est le rendez-vous incontournable des fans des jeux vidéo. Le salon mondial E3 a démarré lundi soir à Los Angeles et à l'honneur pour cette édition 2015, la réalité virtuelle. Les joueurs, casques sur la tête et les yeux, plongent directement dans le scénario du jeu. La société Oculus, qui fait partie de la galaxie Facebook, a présenté récemment son casque de réalité virtuelle Rift. De son côté, le géant japonais Sony va présenter son propre casque d'immersion totale dans les jeux, le projet Morpheus. Je pense que nous assistons à une évolution historique du jeu vidéo, point. Une évolution qui redéfinit pas uniquement notre façon de jouer, mais qui élargit l'attrait de la PlayStation à plus de gens que jamais. Pendant ces 3 jours de salon, les constructeurs présenteront les dernières innovations et surtout les tout nouveaux jeux au grand plaisir des fans. Cette présentation était géniale. Ils m'ont éclaté avec l'annonce des jeux de la Xbox 360. Ça déchire. Des jeux toujours plus réalistes, des accessoires de plus en plus performants. L'industrie des jeux vidéo a un bel avenir devant elle. Une catastrophe environnementale et sanitaire, c'est ce que dénonce Greenpeace qui a prélevé des échantillons dans des vergers de pommiers dans une dizaine de pays européens récemment. Conclusion, les pommes que l'on consomme tous les jours sont empoisonnées aux pesticides. Betsabé, l'histoire fait un scandale. Oui, exactement. D'après le rapport qui a été publié donc hier mardi, eh bien, les vergers seraient massivement contaminés. Et oui, sur plus de 80 échantillons prélevés dans ces vergers, eh bien, non seulement on a retrouvé une cinquantaine de pesticides qui ont été identifiés, 53 si je me souviens bien, mais en plus des résidus de ces pesticides ont été régulièrement retrouvés dans les échantillons, dans 75% de ces échantillons. Alors, ces pesticides sont-ils dangereux? Puisqu'après tout, peut-être qu'on s'en fiche de ces pesticides. Eh bien non, réponse, au moins 70% de ces produits représenteraient une toxicité globale élevée. Ah, déjà, on n'aime pas trop le terme qui dit toxicité, dit risque pour la santé. Oui, trouble de la reproduction. On parle de moindre qualité du sperme chez les hommes, risque d'infertilité chez les femmes, troubles pour le fœtus, cancer, prostate, cerveau, leucémie ou encore troubles neurologiques. Et cette liste n'est pas exhaustive. Et puis, il y a les risques pour l'environnement. Oui, si l'eau et les sols sont infestés de pesticides, alors bien sûr, une partie de la biodiversité est menacée, à commencer par les abeilles. Or, on en a besoin de ces abeilles pour notre santé, nous aussi. En somme, pas vraiment de scoop. On se doutait bien que s'il y avait des pesticides dans les cultures, eh bien certaines substances pas très ragoûtantes se retrouveraient dans l'assiette du consommateur. Or, eh bien, les supermarchés provoquent cette utilisation de pesticides puisqu'ils font la course au prix bas. Du coup, eh bien, vous avez des agriculteurs qui sont acculés, qui doivent avoir des cultures qui sont fortifiées et donc qui utilisent ces pesticides. Ainsi, le bio est loin d'attirer les foules. Et oui, même si les cultures naturelles se sont étendues, eh bien, elles ne concernent que 4% des cultures globales en France. Et encore, c'est mieux qu'avant. Merci Betsabé. On va demander son avis à un spécialiste. Yves Guibert, vous êtes arboriculteur. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Alors, quels sont les risques concrets de ces pesticides pour la santé ?
Oh, écoutez, je crois que les risques, ils sont identifiés, ils sont un petit peu masqués, mais il suffit de lire une étiquette. Alors malheureusement, c'est codé, mais on voit que les phases de risque sont clairement indiquées. Par contre, ce qui n'est pas du tout indiqué, c'est cet empilage de pesticides et l'effet cocktail qui, lui, n'a jamais été étudié et jamais pris en compte. L'effet cocktail, le mélange de plusieurs pesticides? Le mélange de plusieurs pesticides, oui. Alors, pourquoi les agriculteurs ont tant de mal à se mettre au bio? Ce n'est qu'une question de coût? Alors, je crois que, oui, le problème est un petit peu complexe et il faut surtout se garder de simplifier les choses. D'abord, je crois que, moi je suis producteur en bio, mais il ne faut pas s'imaginer que mes collègues emploient des pesticides pour le seul plaisir d'employer des pesticides. Je pense qu'ils seraient heureux de pouvoir s'en passer. Mais aujourd'hui, d'abord, le marché du bio en fruits, c'est aux alentours de 10% de la consommation. Donc c'est supérieur à la moyenne de la consommation des autres produits. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, si vous voulez. On ne peut pas. Le marché français serait incapable d'absorber, si vous voulez, 100% de production bio aujourd'hui. On irait droit vers une crise. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il faut que la production, elle suive en phase avec le marché. Oui, bien sûr. Après, passer un verger en bio, si vous voulez, c'est pas forcément toujours très simple. Il y a des cas de verger comme le mien où notre verger était quand même assez adapté parce que ça reste un petit verger, mais dans la plupart des cas, ça demande quand même des investissements qui sont très lourds. Des réaménagements, des changements de variété. Le marché bio, c'est pas le même marché que le marché conventionnel, donc il y a vraiment un investissement qui est lourd. Yves Guibert, pour finir, pourquoi Greenpeace alerte aujourd'hui sur les pommes? Les autres fruits ne sont pas concernés par ces pesticides toxiques? Oh, ben si, c'est un problème général. C'est pas spécifique à la pomme. Simplement, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que la pomme, c'est un marché qui est complètement mondialisé, où les producteurs tournent sans subvention. Et avec des coûts de main-d'œuvre importants. Donc aujourd'hui, la France a perdu un quart de ses surfaces de pommiers en une dizaine d'années. C'est un secteur très fragilisé et où les producteurs conventionnels ont perdu beaucoup de marge de manœuvre. Ils ne sont pas hostiles à des changements de pratiques, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas les moyens. Merci. Et je crois que le problème grave, il est là. Merci beaucoup à Yves Guibert d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, le milliardaire Donald Trump se lance dans la course à la présidentielle américaine, un personnage haut en couleur, mais qui ne devrait pas représenter de réelles menaces pour les autres candidats républicains. Ce sera donc juste après un nouveau journal avec Elsa Mimoun. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Le milliardaire Donald Trump se lance dans la course à la présidentielle américaine. Un personnage haut en couleur qui ne devrait pas représenter de réelles menaces pour les autres candidats républicains, mais qui risque bien d'apporter une touche d'excentricité à la campagne. Exemple avec son annonce. Écoutez. Les États-Unis sont devenus un dépotoir pour les problèmes de tout le monde. Que l'on apprécie cette information ou pas, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidentielle et nous allons rendre tous ensemble ce pays merveilleux à nouveau. Voilà, ça fait toujours sourire. Julien, qui est Donald Trump? C'est un personnage en couleur, d'abord, comme vous venez de le signaler. On va voir quelques informations sur lui à l'écran. Il a 69 ans, c'est un conservateur, il est extrêmement riche. Il dit qu'il a une fortune nette de, vous allez le voir à l'écran, 8 milliards de dollars. 8 milliards, c'est évidemment selon ses dires. Le magazine Forbes est estimé à la moitié, ce qui reste quand même pas mal, évidemment, 4 milliards. Il a la tête d'un empire immobilier qui est constitué de casinos, de tours, d'hôtels et notamment, d'ailleurs, son annonce de candidature a eu lieu depuis la
Trump Tower, sa propre tour, sur la 5e avenue avec cette musique de rock. Donc voilà, un peu pour le personnage, il est extrêmement conservateur. Neil Young qui lui a d'ailleurs reproché de diffuser cette musique sans les droits. Exactement, j'allais y venir. Il a pas du tout apprécié, le chanteur n'a pas du tout apprécié que sa musique soit utilisée. Il lui a demandé de ne pas le refaire, donc ça commence bien pour une candidature. Ça commence bien pour Donald Trump. Est-ce que sa candidature justement est crédible? Est-ce qu'elle doit être prise au sérieux? Alors déjà, il vient de perdre un peu de crédibilité, ne serait-ce que par cette musique qu'il a utilisée sans droit. C'est un premier point. Dans le passé, il s'est présenté plusieurs fois, ou en tout cas, il a menacé de se présenter, et pas qu'une fois. Notez bien, 1988, 2000, 2004, 2012, à chaque fois, il a renoncé bien avant, et il a donné son soutien aux candidats républicains. Je voudrais juste noter quelques phrases importante de sa déclaration, parce qu'on a dit qu'il était haut en couleur. Regardez notamment celle-ci sur son argent. Je n'ai besoin de l'argent de personne, je n'utilise pas les lobbyistes, je n'utilise pas les donateurs, je m'en moque, je suis vraiment riche et je ne le dis pas pour frimer, c'est mon état d'esprit et c'est ce genre d'état d'esprit dont nous avons besoin pour le pays, parce qu'il dit que les États-Unis n'ont plus d'argent. Lui, avec 8 milliards de dollars, va montrer aux gens comment redevenir riche. Alors, plus sérieusement, quelle est sa couleur politique? Quel est son programme sur le fond? Donc, en dehors de l'argent et du fait qu'il est conservateur, il a fait plusieurs annonces pêle-mêle, notamment construire un mur avec le Mexique et faire payer le Mexique pour ce mur, en sachant que le Mexique a d'ores et déjà dit ce matin et cette nuit, c'était complètement absurde et que ça n'arriverait pas, faire revenir les emplois de Chine, du Mexique, du Japon et d'ailleurs, ce sont ses propres termes, et reconstruire l'armée américaine, c'est un peu vaste, mais pourquoi pas, et de défendre le droit de posséder des armes, bref, un bon conservateur américain. Voilà, à droite toutes pour Donald Trump. Exactement. Merci Julien. Direction le Yémen, à présent, le numéro 2 d'Al-Qaïda a été éliminé par une frappe de drone américain. Nasser Al-Waishi avait notamment revendiqué la tuerie de Charlie Hebdo. Retour sur le parcours sanglant de cet ancien secrétaire particulier d'Oussama Ben Laden. Joseph Emmanuel. Les Américains le cherchaient depuis plusieurs mois. Nasser Al-Waishi est mort il y a quelques jours. On le présente comme le numéro 2 d'Al-Qaïda, le chef d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabe. Le groupe avait revendiqué l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est au Yémen qu'Al-Waishi a trouvé la mort, éliminé dans une attaque de drone américain. La mort du chef est confirmée par un porte-parole d'Al-Qaïda. Nous, au sein de l'organisation Al-Qaïda dans la péninsule arabe, nous annonçons à l'Oumma musulmane la mort du leader Nasser Al-Waishi, que Dieu ait miséricorde. Comme de coutume dans les milieux islamistes, un successeur a rapidement été nommé. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le meilleur successeur est le cheikh Qassel Al-Rimi, que Dieu le préserve. Aqpa est considéré par Washington comme la branche la plus dangereuse du réseau Al-Qaïda. L'organisation est à l'origine de plusieurs tentatives d'attentats aux États-Unis, dont une tentative d'attaque contre un avion de ligne à Détroit en 2009. Ils sont nombreux dans le groupe à avoir été tués dans des attaques de drones américains ces dernières années. Selon des responsables américains, l'attaque a eu lieu dans la région sud du Yémen, à l'est de la ville d'Aden. Nasser Al-Waishi avait rencontré Oussama Ben Laden en Afghanistan, dans le camp Al-Farouk. Les deux hommes se rapprochent rapidement, puis Al-Waishi devient le secrétaire de Ben Laden. Il avait été désigné en 2013 adjoint d'Ayman al-Zawahiri, l'actuel chef d'Al-Qaïda. Les États-Unis offraient à l'époque 45 millions de dollars de récompense pour la capture du chef islamiste. Et dans le même temps, sur le plan intérieur, le Yémen s'enlise. Des négociations pour une sortie de crise ont démarré en début de semaine à Genève, mais les parties refusent de dialoguer directement. Les combats se poursuivent depuis 2 mois et demi et le pays est au bord de la crise humanitaire. Bonjour Ali Waked. Est-ce que ces négociations ont des chances d'aboutir ? Je ne pense pas qu'ils ont de chances d'aboutir à un accord de paix qui peut demeurer longtemps. Au maximum, ils peuvent aboutir à une trêve humanitaire pendant le mois du Ramadan qui va commencer demain matin. Barbara, sur la définition de ces négociations, il n'y a pas un accord entre les deux côtés. Le côté du président Hadi préfère définir ce round de consultation et non pas de négociation. Les Houthis qui refusent de reconnaître la légitimité du président Hadi et de son équipe de se trouver à Genève, ils disent que le président a démissionné, donc il n'a aucune nature légitime, surtout pas de président du Yémen. Déjà, on voit que les désaccords sont très profonds et
Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aboutir à un accord politique. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, il refuse même de dialoguer, il refuse de se trouver dans une même salle. Et le médiateur de l'ONU est en train de faire la navette entre les deux côtés. Même scénario que sur la Syrie et les négociations entamées par l'ONU, on a vu que ça n'a pas abouti non plus. Probablement, surtout quand on sait que les acteurs yéménites sont secondaires ici dans ce qui se passe. Il s'agit de l'Iran, il s'agit de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont haussé non pas seulement le temps, mais les prix et leurs conditions. Pour l'Arabie saoudite, il s'agit d'une guerre existentielle. Cette fois-ci, c'est à la frontière de l'Arabie saoudite. On a vu ces derniers jours, tactiquement et pour arriver à la table de négociation ou de consultation d'une position plus forte, les Houthis n'ont pas hésité de bombarder par des dizaines de roquettes le territoire saoudien. Voilà, les Houthis soutenus par l'Iran. Alors justement, sur le terrain, les combats durent, on l'a dit, depuis 2 mois et demi. Quel est le rapport de force entre les deux parties? D'ailleurs, la chose la plus importante qui a eu lieu hier, c'était pas l'arrivée de la délégation Houthi à Genève, c'était plutôt l'intensité de bombardement des deux côtés. L'Arabie saoudite, qui dirige cette coalition arabe, a attaqué le centre du Yémen, a attaqué Sanaa, des compounds de l'ancien président Ali Abdallah Saleh du parti Houthi. Les Houthis de leur côté qui gagnent de terrain malgré les bombardements de l'Arabie saoudite, malgré la campagne aérienne, continuent à gagner de terrain, y compris dans la région frontalière avec l'Arabie saoudite. Voilà, et le pays en pleine crise humanitaire également. Merci beaucoup Ali Waket. Le président égyptien déchu Mohamed Morsi, une nouvelle fois accablé par la justice. Cette fois, il est dans la même journée condamné à 20 ans de prison pour espionnage au profit du Hamas et du Hezbollah et condamné à mort dans un autre procès pour évasion de prison et incitation à la violence. Au total, il comparaît dans 5 affaires. Julia Galantia. Derrière ces barreaux, Mohamed Morsi vient d'apprendre le verdict. Le tribunal égyptien confirme la peine de mort qu'il avait infligée il y a 1 mois à l'ex-président islamiste. Destitué en 2013 par l'armée, il est condamné pour s'être évadé de prison lors de la révolte de 2011 et avoir planifié des attaques. Le tribunal a aussi confirmé les peines de mort prononcées contre 16 personnes, dont 2 hauts dirigeants de la confrérie des frères musulmans. Le tribunal a condamné à mort les accusés Mohamed Badi, Abdelmajid Sami, Rachad Mohamed Ali Al-Bayoumi, Mohamed Mohamed El Sayed Ahmad, Mohamed Saad Toufik Mustafa El Katatni, Mohamed Morsi Issa Alayat El Issam El Din, Mohamed Hussein El Irian. Le premier président jamais élu démocratiquement en Égypte peut faire appel. Au total, il comparaissait dans 5 procès. Il avait déjà été condamné à 20 ans de prison dans un procès pour des violences contre des manifestants durant sa courte mandature d'1 an, mais aussi pour avoir planifié des attaques contre l'État avec la collaboration du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. Depuis que Mohamed Morsi a été destitué par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, ses partisans sont la cible d'une répression. Près de 1500 manifestants islamistes ont été tués et plus de 40 000 ont été arrêtés. Des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs. Immersion à présent dans une des prisons les plus sécurisées d'Israël. Les détenus purgent des peines de plus de 20 ans. On y trouve des barons de la mafia, des meurtriers de droit commun et même Yigal Amir, l'assassin de l'ancien Premier ministre Rabin. Reportage signé Mathias Inbar. Oubliez les clichés, l'enfer des prisons dépeint dans les séries télévisées. Ici, on a une autre conception du milieu carcéral. Et pourtant, à Chita, l'une des prisons les plus sécurisées d'Israël, la majorité des détenus purgent une peine de plus de 20 ans. Certains ne connaissent même pas leur date de sortie et sont enfermés depuis plusieurs décennies. Mais pour le commandant de la prison, Avichai Ben Amou, il est crucial de donner un espoir à ces assassins et autres gros bonnets de la mafia israélienne. Ce n'est pas moi qui ai décidé de les emmener ici dans cette prison. C'est pour cela que tous les prisonniers reçoivent le même traitement, quel que soit leur passif. Je crois que tout commence par la discipline positive. Alors pour ce faire, des classes d'études sont mises en place. Ces prisonniers ne savaient ni lire ni écrire. La scène n'était pas préparée. Ahmad remercie devant nos caméras le commandant de la prison. Je voudrais vous dire merci. Je ne voulais pas venir ici étudier. Je ne savais ni lire ni écrire. Ça fait 3 ans que je suis là et j'ai pris 20 ans. Mais j'ai l'impression d'avancer. Je veux passer toute ma peine ici, étudier, avoir mon bac. Autre exemple de réinsertion, ces cartonneries destinées ensuite aux grandes surfaces de supermarchés. Ici, les prisonniers qui ne sont plus jugés comme dangereux gagnent un salaire. Il aura fallu quelques années à Zohar pour rentrer dans le rang.
Selon ses propres termes, il n'a épargné aucun compagnon de cellule lors de ses 2 premières années d'emprisonnement. J'étais considéré comme un prisonnier à problème. Mais après 21 ans d'emprisonnement, j'ai reçu cette chance de pouvoir m'en sortir. Je travaille ici et je suis des sessions contre la colère et pour la maîtrise de soi. Je vais vous dire, ici, il n'y a pas de différence entre les prisonniers. Un parrain de la mafia devra me regarder droit dans les yeux et nous devrons également le respecter. Du petit poisson à la grosse baleine. Il n'y a pas de hiérarchie dans cette prison, confirme Avichai. Des grands chefs de la mafia aux simples criminels, les récentes arrestations des parrains de la Cosa Nostra israélienne ont pourtant de quoi l'inquiéter. Cela ne me fait pas peur. D'une certaine mesure, c'est un défi. C'est aussi parfois inquiétant. Je peux vous dire que certains sont déjà dans ces murs. Alors comment jongler entre le tout sécuritaire et les relations de proximité avec ces prisonniers? Comment voir surtout, au-delà de la raison pour laquelle ces personnes ont été inculpées, des mafieux, Zeev Rosenstein, à Yigal Amir, l'assassin de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. C'est pour cela que je n'ai pas peur de revoir mes anciens détenus. Cela s'est déjà passé, ils m'ont salué, m'ont serré la main. Israël est un petit pays, vous savez. Il y a 8 cellules dans cette mini-cour d'une des prisons les plus sécurisées d'Israël. 600 prisonniers vivent ici, parmi lesquels 100 purgent une peine de prison à perpétuité. Mathias, s'il fallait résumer leur profil, qui sont ces prisonniers que vous avez rencontrés? Les plus dangereux de droit commun, les détenus les plus dangereux tout simplement parce qu'ils ont tué, assassiné. Il y a aussi beaucoup de violeurs, j'ai choisi personnellement de ne pas les montrer, et également des parrains de la mafia ou alors des soldats des parrains de la mafia qui sont emprisonnés pour meurtre, double meurtre, triple meurtre parfois. Donc voilà, ce sont des prisonniers de droit commun. Alors justement, récemment, ces cellules ont été renflouées par plusieurs parrains, barons de la mafia dans une vaste affaire qui secoue Israël depuis plusieurs semaines. L'affaire 512, au nom barbare, mais en tout cas qui concerne les plus grands parrains de la mafia. Il y a eu un grand coup de filet de la part de la police israélienne et des affaires des forces de sécurité. Peut-être des noms qui évoquent peut-être rien pour des Français, mais en tout cas beaucoup pour les Israéliens. Nissim Alperon, qui est considéré comme le parrain. Il est appelé le parrain d'ailleurs en Israël, Abergel et Rosenstein, le chef invétéré des extasies aux États-Unis. Alperon et Abergel et Rosenstein ont fait de la prison aux États-Unis et ils sont vite venus passer leur fin de séjour en Israël, tout simplement parce que je le montre, il y a beaucoup de réinsertion en Israël. Alors justement, cette réinsertion, c'est une notion qui revient souvent dans le reportage. Est-ce que c'est plus important qu'ailleurs? Écoutez, j'ai pu, il y a quelques années, visiter les prisons de Fleury-Mérogis à Paris et les Baumettes à Marseille, et ça n'a rien à voir. Tout simplement parce qu'on est très loin de l'enfer des prisons, de cette radicalisation dont on parle en France et en Europe. On est très loin de l'enfer du surpeuplement. Ici, la prison de Chita, et je le répète, est l'une des prisons les plus sécurisées. Donc il y a énormément de discipline, et malgré tout, on met le doigt sur la réinsertion, sur le travail de soi-même, sur le respect de soi-même et des autres détenus et de sa hiérarchie. Et c'est la raison pour laquelle, très très rapidement, des détenus qui ont assassiné parfois leurs membres de la famille, plusieurs personnes à l'extérieur, eh bien, se retrouvent également des parrains de la mafia, assis comme dans une école. Et c'est assez impressionnant. Je peux vous dire que quand le commandant de la prison rentre dans une salle et que tout le monde se lève, on a l'impression vraiment que là, le respect y est installé. Et je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris de cette personne-là, Ahmad, qui dit « je veux avoir mon bac ». Il ne savait, et je peux vous dire, ni lire, ni écrire il y a à peine 3 mois. Merci beaucoup, Mathias. À suivre dans le Morning, alors que le rapport de l'ONU sur le dernier conflit à Gaza est attendu dans les jours qui viennent, eh bien la dernière arme d'Israël pour contrer les accusations de crimes de guerre, ce film animé, produit par le ministère des Affaires étrangères. On y revient après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Elsa Mimoun. Restez avec nous. Une trêve de longue durée contre la construction d'un port à Gaza. C'est en substance ce qui serait en train de se négocier entre le Hamas et Israël via l'entremise du Qatar. Une information révélée par un site d'information palestinien et qui n'est évidemment pas commentée côté israélien et même démentie par un responsable du Hamas comme le veut la tradition. Explication Maxime Pérez. Israël et le Hamas sont-ils proches de s'engager à une trêve de longue durée ?
Tout semble l'indiquer en coulisses et la balle serait dans le camp du mouvement islamiste palestinien. Son numéro 2, Moussa Abou Marzouk, a été dépêché samedi à Doha, au Qatar. Il examine un document présenté par Nikolai Mladenov, le tout nouvel émissaire de l'ONU au Proche-Orient. L'accord consisterait en une trêve de 3 à 5 ans renouvelable, conditionnée à la construction d'un port maritime à Gaza. Il s'agit là de l'une des principales revendications des groupes armés palestiniens qui exigent la levée du blocus imposé par Israël. Ce port pourrait être placé sous le contrôle d'instances internationales. Un rôle qui pourrait être attribué à l'Europe, très active depuis plusieurs semaines pour éviter que la situation à Gaza ne tourne au désastre humanitaire et à une nouvelle escalade de violence entre Israël et le Hamas. Voilà pourquoi, lors de sa visite il y a une quinzaine de jours, Frank-Walter Steinmeier, le chef de la diplomatie allemande, avait tant insisté sur la nécessité d'agir vite. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que la reconstruction et le développement ne réussiront que quand ce sera certain que d'ici, de la bande de Gaza, aucune roquette ne sera lancée, que Gaza ne soit plus une base de lancement de roquettes. Voilà pourquoi la sécurité des voisins est la condition au développement, ce dont les gens ont tant besoin ici. Reconstruction contre sécurité, une équation que rejetterait le djihad islamique, rival du Hamas à Gaza. Mais selon des sources palestiniennes, il consentirait à monnayer son silence contre le partage du pouvoir avec le Hamas. Le possible accord de trêve entre Israël et le Hamas fait aussi un autre mécontent, l'autorité palestinienne. À Ramallah, les responsables du Fatah ont accusé Israël de pactiser avec les islamistes pour accroître la division entre Gaza et la Cisjordanie. Enfin, ce cessez-le-feu met en valeur 2 nouveaux médiateurs dans la région, la Turquie et le Qatar, au détriment de l'Égypte. La preuve, s'il en fallait, que les cartes continuent d'être redistribuées au Proche-Orient. Voilà, et alors que les deux parties discutent indirectement pour éviter éventuellement un nouveau conflit, eh bien elles seront mises dans les jours qui viennent à nouveau dos à dos avec un rapport très attendu, celui de la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a enquêté justement sur le dernier conflit à Gaza, celui de l'été dernier. Daniel, que faut-il attendre de ce rapport ? Eh bien écoutez, c'est un rapport qui risque d'être extrêmement partial, extrêmement accablant envers Israël. On sait que Chabès, son ancien président, puisqu'il a démissionné, n'est pas un ami d'Israël particulièrement. Et on sait que cette commission des droits de l'homme de l'ONU est une commission qui traditionnellement est anti-israélienne, anti-sioniste et prend a pris de multiples résolutions contre l'État d'Israël. Donc on n'attend rien en Israël, absolument rien de ce rapport. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Israël a refusé de collaborer avec ces enquêteurs, mais Israël a pris les devants avec d'autres rapports. Oui, c'est cela. C'est-à-dire, comme on n'attendait rien et comme on savait d'emblée que ce rapport allait être négatif, alors on a décidé de prévenir plutôt que de guérir et de ne pas répéter les erreurs commises à l'époque du rapport Goldstone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des dernières semaines, on a vu plusieurs rapports qui ont été publiés. Alors, il faut préciser qu'il y a eu un précédent rapport du secrétaire général des Nations Unies qui a été rendu public en avril dernier et que ce rapport, de par la personnalité de Ban Ki-moon, on savait qu'en Israël il allait être plus impartial et plus équilibré. Donc Israël a coopéré avec le secrétariat des Nations Unies et le résultat a été probant puisqu'on a vu que le secrétaire a partagé les responsabilités. Il a rendu le Hamas également responsable d'une partie des infractions commises pendant la guerre. Ce qu'Israël a fait aujourd'hui, au cours des derniers jours, c'est de publier plusieurs rapports. Un rapport israélien, son propre rapport qui prouve qu'Israël n'a pas agi légitimement et légalement. Et d'autres rapports, il y a d'autres rapports qui ont été publiés par exemple, le rapport par des généraux, d'anciens généraux, des militaires, qui affirment qu'Israël est allé même au-delà dans la préservation des vies des civils palestiniens. Pour finir, ce rapport est donc attendu dans les jours qui viennent. Quelles seront ses conséquences pour Israël sur la scène diplomatique? Alors, bien entendu, on sait que tout rapport de ce style a un impact au niveau international. On peut dire que la communauté internationale ne s'embarrasse pas de savoir s'il vient du Conseil des droits de l'homme trop partial des Nations Unies ou d'une autre instance. Mais le point important, c'est que les Palestiniens pourraient utiliser ce rapport pour déposer un recours devant la Cour pénale internationale. Et c'est l'élément nouveau par rapport au rapport Goldstone, puisqu'à l'époque, les Palestiniens n'étaient pas membres de la CPI.
Merci Daniel. Et on l'a dit, Israël continue donc d'organiser sa défense. Il devait être accusé de crimes de guerre dans ce rapport. Dernière preuve en date, cette vidéo, un film animé du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Regardez. Is it on? Can I start? Yes, go ahead. Okay, we're here in the center of Gaza, and as you can see, the people here are trying to live quiet lives. There are no terrorists here, just ordinary people. Okay, I'm going into Gaza's underground city, a fascinating attempt by Hamas to build a subway system. This is actually the first Palestinian subway, which will bring Gaza's transportation system into the 21st century. There is no doubt that the Palestinian society here is liberal and pluralistic, and that Hamas allows everyone to live in dignity. Wait, just a minute. Here, maybe now you'll see the reality of life under Hamas rule. Open your eyes. Terror rules Gaza. Julia, une vidéo qui fait beaucoup de bruit. Et oui, parce que c'est la première fois qu'en fait Israël s'en prend directement à la presse internationale et non pas simplement au Hamas. Des clips explicatifs du ministère des Affaires étrangères israélien, il y en a eu plusieurs pour expliquer le vrai visage de l'Iran, le vrai visage du Hezbollah, le vrai visage du Hamas. Sauf que là, c'est la première fois qu'Israël accuse les journalistes internationaux d'être naïfs. Il n'accuse pas évidemment de prendre position pour les Palestiniens, mais d'être naïfs, de ne pas voir ce qui se passe juste derrière eux. Vous l'avez vu dans ce clip, ça fait un énorme buzz. D'une part parce que ça a été fait sur Internet, complètement par Internet, par les réseaux sociaux. Donc c'est la première fois que le ministère des Affaires étrangères descend dans l'arène des réseaux sociaux à ce point par un clip d'animation. Le problème, c'est que ça s'attire les foudres de la presse étrangère. L'association des correspondants de la presse étrangère à Jérusalem a condamné ce clip et a dit au ministère des Affaires étrangères israélien qu'ils n'ont pas du tout apprécié d'être pointés du doigt de cette manière. Bref, si on devait faire un peu le bilan sur l'efficacité de ce clip, si le but c'est de faire le buzz, c'est complètement réussi parce que les médias internationaux en ont tous parlé. Si le but, c'est d'améliorer les relations entre Jérusalem et la presse internationale, ça, c'est pas sûr du tout que c'est réussi. Bien au contraire, ils sont très vexés, les journalistes étrangers présents ici. Et lors des prochaines guerres ou des prochains événements sécuritaires, on n'est pas sûr que le lien de confiance soit très rétabli entre Jérusalem et la presse étrangère. Alors justement, pourquoi ce changement de ton du ministère des Affaires étrangères qui n'a pas l'habitude de réaliser ce genre de clip? Oui, ils ont un peu pris, on peut dire finalement, le pari de l'opinion face aux journalistes. Ils ont envie de dire directement l'opinion sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, aux jeunes qui regardent. Regardez, la presse vous ment, elle ne vous montre pas tout. Et jusqu'à présent, on avait plutôt l'impression que c'était l'armée israélienne qui s'occupait de ce travail. Regardez, un clip réalisé par l'armée israélienne, c'était il y a 1 an et demi, je crois, contre le Hezbollah. Vous allez voir un autre clip d'animation. Voilà, donc ça, c'est un clip qui a fait beaucoup moins de bruit. Pourquoi? Parce qu'il a été diffusé simplement sur YouTube, simplement sur Facebook, sans s'en prendre directement à la presse étrangère et simplement en invitant l'opinion à se réveiller. Il faut noter tout de même un point, c'est qu'actuellement, le ministre des Affaires étrangères de fait, c'est Benjamin Netanyahou, qui a le portefeuille entre les mains. Et Benjamin Netanyahou, c'est un peu le roi de la com sur Facebook et YouTube, qui a fait beaucoup de vidéos pendant la campagne. Donc finalement, c'est un peu la logique avec le patron du ministère. Et le roi des clips. Merci. Exactement. Allez, toujours au sujet du dernier conflit à Gaza, 1 an plus tard. Pour les familles endeuillées des deux côtés, eh bien, rien ne s'oublie évidemment. Mais pour tenter d'aplanir la douleur, un concert de l'unité vient d'avoir lieu à la frontière. David Gombin et Pazit Dank. À première vue, cette chorale qui s'échauffe avant un concert est tout ce qu'il y a de plus commun. Mais quand le ténor fait ses gammes dans un abri antimissile, l'échauffement prend tout de suite un aspect beaucoup plus inhabituel. Bienvenue à Kfar Aza, situé à moins de 3 km de Gaza. Ce kibboutz de 670 habitants a souvent essuyé des tirs de mortier du camp de Jabalia voisin. Près d'1 an après le déclenchement de l'opération Bordure Protectrice,
C'est tout le village qui s'est mis sur son 31 pour accueillir un concert sans précédent. Un concert qui s'ouvre par du Mozart. Le requiem, c'est lié aux funérailles en fait. Aujourd'hui, nous portons le deuil, ou plutôt exprimons notre deuil à la fois à nos victimes, mais aussi à celles de l'autre côté. Et c'est ça qui nous réunit, qui nous rassemble. Le deuil, le recueillement et malgré tout l'espoir, c'est le message qu'a voulu faire passer la programmation de la soirée. Sous l'égide du très respecté Yair Dalal, musicien multitalent, artistes juifs et arabes se succèdent sur scène dans une ambiance bon enfant, à l'image de Micha Biton, auteur-interprète habitant le kibboutz voisin de Nativa Asara. Ces vers ombre au tableau, le public est à une écrasante majorité juif. Ce que regrette Nassib Assawawi, venu du village arabe de Kfar Kara. Mon grand regret, les gens sont découragés de la paix, de tout ce qui peut être positif. Et c'est dommage. Les événements pareils, il faut les soutenir et les multiplier. Il y a un espoir de paix entre juifs et arabes. Sur fond de tensions sécuritaires fortes dans la région, aucun voisin gazaoui n'a pu participer au concert. Un concert sans frontières, mais avec frontières. Nous avons invité 21 personnes, mais seulement 8 ont pu obtenir des laissez-passer des autorités israéliennes. Le Hamas n'était pas au courant, mais hier dans la nuit, alors qu'un missile a été lancé sur la région, la situation est devenue tendue et ils n'ont pas pu passer la frontière. Le Hamas y était et les en a empêchés. L'absence de Gazaoui n'a pas empêché le concert de promouvoir un message de compassion et de paix. Et le flûtiste bédouin Khalil Alouo de la tribu Azazmé ne perd pas de son optimisme. Inch'Allah, j'espère que le prochain concert sera dans Gaza, qu'il en soit ainsi. Voilà de quoi finir sur une belle note d'espoir. Ils sont indiens et juifs et seraient plusieurs millions à vivre en Inde. Ils sont descendants directs d'une des tribus d'Israël. Un programme qui encourage l'immigration des juifs vers Israël souhaite leur faire découvrir le pays. Shahar Peled avec Léa Berdugo. Le partenariat entre Israël et l'Inde est un exemple pour le monde entier. Les relations israélo-indiennes passent à l'étape supérieure alors qu'on annonce une visite historique du Premier ministre indien en Israël dans le courant de l'année. Mais d'ici là, c'est une délégation d'un autre genre qui débarque du sous-continent. Les Indiens, ou du moins ceux de mon entourage, ne savent pas qu'il y a des Juifs en Inde. Ils ne connaissent rien de la religion juive. On me dit souvent « tu es ma première amie juive ». Ces jeunes issus d'une minorité juive d'Inde sont venus grâce à Taglit, un projet visant à relier les communautés juives du monde entier à Israël. Même certains Indiens ne savent pas que nous existons. Les Juifs indiens n'ont pas d'autre choix que de se mêler aux autres religions. J'étais dans une école internationale avec 500 autres étudiants et j'étais le seul juif. L'hindouisme reste la religion prédominante en Inde, avec près de 800 millions d'adeptes. Les Juifs, eux, ne sont plus que 5000, principalement établis à Mumbai. Leur lien spirituel à la terre de leurs ancêtres, ainsi que d'autres considérations économiques, ont poussé la plupart des 30 000 Juifs autrefois présents en Inde à s'installer en Israël. Le musée de l'indépendance, c'est ici que la création d'Israël a été annoncée en 1948. Le groupe est accompagné de 2 soldats. Tous 2 ont émigré d'Inde et sont aujourd'hui fiers d'être dans l'armée, ce qu'ils auraient hésité à faire dans leur pays natal. Je sais que mon pays a besoin de moi, il faut bien le faire. J'ai tout de suite senti que c'était mon pays, alors je me suis enrôlé dès mon arrivée. Ma famille s'est installée en Israël il y a une dizaine d'années. Nous sommes bien ici. L'Inde nous manque, mais on est mieux en Israël. Ma famille tient une boutique d'épices indiennes dans le marché de Ramleh. Alors nous préservons notre culture. Nous vivons à l'indienne, mais dans une autre région du monde. L'immigration massive des Juifs d'Inde au cours des 6 dernières décennies aura laissé 14 synagogues, 2 écoles juives et une communauté qui tend à disparaître. Mais les liens entre les 2 pays, eux, se portent mieux que jamais.
Allez, on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après cette question, le Youssi a-t-il tué le hipster? Une nouvelle tribu est en train d'émerger. Les Young Urban Creatives en français, les jeunes urbains créatifs. Alors qui sont ces créatures? On vous dit tout après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Elsa Mimoun. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Une question à présent. De quoi souffre Stromae? Le chanteur belge a dû annuler plusieurs dates d'une tournée qu'il avait entamée en Afrique. En cause, apparemment, une réaction au vaccin contre le paludisme. Betsabé, vous nous en dites plus. Voilà, alors l'interprète de Formidable, ce tube que tout le monde connaît maintenant, allait entamer donc à Kinshasa. C'était l'avant-dernière étape de sa tournée en Afrique. Mais vendredi, annonce, bien, le concert prévu le 13 juin, donc le lendemain, est annulé. Alors ce qu'on sait, Paul Van Haver, donc alias Stromae, aurait subi, je cite, les effets secondaires sérieux d'un traitement prophylactique préventif anti-paludique. Ça, c'est l'explication des producteurs du chanteur. Et oui, traitement et non vaccin, puisqu'on précise qu'il n'y a pas de vaccin contre le paludisme, mais plusieurs traitements qui sont d'une part pas efficaces à 100% et en plus bourrés d'effets secondaires. Parfois, ce sont malheureusement, en tout cas, les plus adaptés à la zone visitée. Certaines zones où les moustiques sont devenus particulièrement résistants. Alors justement, dans le cas de Stromae, il s'agit du Lariam 250, médicament plus connu sous le nom de Mefloquine, et il a la pire réputation, fréquemment cause de maux de tête, anxiété, dépression, insomnie, cauchemars, douleurs abdominales, troubles visuels, démangeaisons et, même si plus rarement, à l'origine de troubles de l'attention, hallucinations, fatigue, fièvre et troubles cardiovasculaires. Or, eh bien, il semble que Stromae se soit pris ses effets en plein dans la figure. Selon Europe 1, qui cite son entourage, le chanteur ne serait même pas en état de passer un coup de fil et pourtant la veille, il était encore très bien. Alors, comment se fait-il que Stromae n'ait pas supporté le traitement? Eh bien, au-delà des effets indésirables qu'on vient de voir, la mefloquine est contre-indiquée chez les personnes ayant des antécédents de troubles psychiques, de dépression. Et dans le cas de Stromae, le chanteur serait victime d'un rythme particulièrement effréné. Il l'a dit lui-même, il est sensibilisé. Il est même inquiet pour sa santé mentale. Voilà, des effets secondaires dangereux, on le comprend, mais en même temps, il s'agit de prévenir une maladie mortelle qu'est le paludisme. Voilà, en même temps, il n'a pas eu vraiment le choix. On rappelle que le paludisme est une maladie parasitaire, transmise donc par ces charmants moustiques que vous avez vus sur vos écrans et qui se manifeste par de la fièvre, par des troubles digestifs, mais qui peut aussi entraîner des complications importantes, voire la mort. Et d'ailleurs, et je finirai là-dessus, au niveau mondial, la mortalité associée au paludisme, se compare à celle associée au sida ou à la tuberculose. Merci Betsabé. On en parle avec le docteur Pierre Buffet, médecin à la Pitié-Salpêtrière. Vous travaillez aussi au service de parasitologie de l'INSERM. Merci d'être avec nous. Alors finalement, ces traitements et le Lariam 250 en particulier sont des traitements dangereux. Ce sont des traitements qui rarement peuvent effectivement donner des effets indésirables graves. Mais je crois qu'il faut bien remettre les choses en perspective. La fréquence des effets indésirables est quand même très faible. Et donc on raisonne toujours en bénéfice apporté par un médicament, au bénéfice potentiel et le risque qu'il peut représenter. Donc vous l'avez bien dit, le risque de paludisme est réel. Ça peut aller jusqu'à un risque de décès. Donc dans le cas d'un séjour prolongé comme ça en Afrique, il faut continuer à prendre une prophylaxie. Même si on a des antécédents de dépression. Alors après, je pense que l'autre message très fort à donner, c'est que si on doit partir dans un pays à risque de paludisme, il faut voir un médecin pour la prescription, pour que la prescription soit au mieux adaptée à chacun. Nous sommes tous différents, certains médicaments sont mieux adaptés que d'autres. Et donc c'est un message fort de voir un médecin pour que le traitement préventif donné soit bien adapté à la constitution médicale de chacun. Voilà, à chaque patient. Merci beaucoup, docteur Pierre Buffet, d'avoir été avec nous ce matin. Autre chose, à présent, la cause kurde s'est trouvée une porte-parole de choc dans le monde. Il s'agit de la chanteuse Elilouv, surnommée la Shakira du Kurdistan. Elle vient d'ailleurs de tourner un clip sulfureux sur le front, en plein combat entre les Kurdes et l'État islamique. Daniel Campos avec Léa Volbert.
La chanteuse Ellie Louve, une artiste bien loin des clichés de la pop occidentale. Elan Abdullah, de son vrai nom, est née en Iran en 1988 d'une mère peshmerga. Contraint à fuir la menace de Saddam Hussein, ses parents finissent par attendre la Finlande, où elle grandira. Ellie Louve est aujourd'hui le symbole d'une jeune génération de Kurdes qui rêvent d'un État indépendant. Une réputation qui lui attire rapidement les foudres de l'État islamique qui ne cesse de renouveler les menaces de mort à son égard. En cause, ses clips au ton provocateur et ses appels à l'indépendance kurde qualifiés d'hérésie. Les premières menaces de mort ont surgi après la sortie de son clip Risk It All, mettant en avant ses ambitions indépendantistes. Mais Ellie Louve ne cède pas aux menaces. Prête à tous les risques, elle récidive avec son dernier tube Revolution. Cette fois, la chanteuse tourne son clip à seulement 2,5 km des combats de l'État islamique. Elle est même allée jusqu'à ouvrir le feu sur ses militants depuis un temps kurde. Ellie Louve ne recule devant aucun risque et se dévoue entièrement à son art comme à son message. Une attitude audacieuse, bien différente de celle des stars hollywoodiennes dont les têtes n'ont jamais été mises à prix. Voilà, une femme forte, c'est mercredi. Sortie de la semaine, cinéma, Laetitia avec vous. On passe en revue 3 sorties. J'attendais une transition. Autre femme forte, mais bien sûr, évidemment, autre femme forte, notre chère Laetitia. On démarre par la première sortie très attendue, c'est le film animé qui avait fait sensation à Cannes, vice versa. Oui, le nouveau Pixar, on va mettre un petit peu de bonne ambiance sur ce plateau. C'est un dessin animé qui met en scène des émotions qui s'agitent en fait dans la tête d'une petite fille qui s'appelle Riley. Alors il y a la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère, chacun sa physionomie, chacun sa couleur. Par exemple, la colère est rouge, vous allez le voir tout de suite en images. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école? Bien. Enfin, je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? On lui renvoie un signal. Ah alors, Riley, ça a été l'école? Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote d'hélico brésilien? Tout s'est bien passé, ok? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool. Riley, ça va? Tu es sûr? Oh. Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation. C'est bien fait, hein? Ouais, en tout cas, ça a fait un carton à Cannes. Est-ce que vous avez reconnu les voix françaises, par hasard? J'ai pas fait attention. Alors, par exemple, on a Gilles Lelouch qui incarne la colère, on a Marie-Lou Berry qui incarne la tristesse, encore Charlotte Lebon qui incarne la joie, Pierre Ninet qui, lui, incarne le dégoût. Donc voilà pour ces petites émotions qui vont faire un tabac dans les salles françaises dès aujourd'hui. Et on peut emmener, bien évidemment, toute la famille. Voilà, pour le Pixar. Autre film, autre genre, Spy. Ouais, voilà, Spy, toujours aussi rigolo, dans un autre genre complet. Là, on passe dans du film d'action, du film de Spy, d'espion, littéralement traduit. Spy, c'est un pastiche du film d'espionnage. C'est totalement dingue. C'est avec Jason Statham, Jude Law et Melissa McCarthy. On regarde ça en images et on en reparle juste ensuite. Tell me where the bomb is. 10 seconds or you're dead. Interesting. I'm the only one who knows where that nuke is. Well, then in that case, I'd say you'd better start. Oh my God, why did you do that? I didn't do it on purpose. There's like a ton of pollen in here.
When I quit teaching and joined the CIA, I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same boring person I was. You play it too safe. I just hear my mom's voice. Just blend in, let somebody else win. Making a wave isn't always brave. Brilliant. Give up on your dreams, Susan. Just to write that in my lunchbox. We've intercepted chatter that Rayana Boyanov knows where that nuke is. She knows the identity of all our agents. We need someone to find the bomb without being detected, but it can't be any of you. We need someone invisible. I'll do it. Okay. Thanks, lunch lady. I'm serious. Don't let me down, Cooper. I will not. I will let you up. Stop talking. I will let you up. We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper. You're Penny Morgan, divorced housewife from Iowa. C'est un peu la recette classique de ce genre de film. En tout cas, c'est la recette de ce réalisateur qui a trouvé en Melissa McCarthy sa muse. Finalement, c'est le réalisateur qui avait réalisé Mes meilleurs amis, qui était le film qui avait fait découvrir cette actrice corpulente, mais absolument hilarante au grand public. Donc voilà, ils retravaillent ensemble dans Spy. C'est aussi assez étonnant de voir Jason Statham, qui est tout de même habitué au rôle d'action, coup de poing, gros bras. Et en fait, il a un potentiel comique absolument extraordinaire. Finalement, il est rigolo sans avoir besoin de faire grand-chose. Allez, voilà pour Spy. Dernier film qui sort aujourd'hui, Mustang, Ode à la liberté des femmes. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière, c'était présent pendant la quinzaine des réalisateurs. Beaucoup de gens s'étaient offusqués qu'ils ne participaient pas à la compétition officielle de cette année. Ça a été réalisé par la franco-turque Denise Gamze Erguven et ça brosse le portrait de 5 sœurs dont le quotidien en Turquie va changer radicalement après avoir innocemment joué avec des garçons. En regardant l'image. Her şey göz açıp kapayana kadar değişti. Önce rahattık. Ve birden her şey boka sardı. Herkesin diline düşürdünüz bizi. Herkesin enselerini sürtünmüşsünüz. Anne, bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sen babaanneliği demek ki yapamadın demek kızım bu kadar yani şimdiye kadar demek ki. Hakkında en ufak bir kuşku olsaydı imkan yok ilgilenemez. Voilà, pour ce beau film, l'histoire de ces Une ode à la sœurs. liberté, comme vous l'avez si bien dit, voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Allez, Rudy, on va ce matin constater avec vous ce fait de société absolument dramatique. Le hipster est mort, vive le Youssi. Absolument. Alors, avant de vous présenter, je vois que Laetitia est ravie de la fin du hipster. Alors, avant de vous présenter justement le UC, je vais vous rappeler ce qui était, ou ce qui est encore, le hipster. Alors, le UC, c'est le Young Urban Creative. Le hipster, c'est à la base un terme qui désignait les amateurs de jazz et en particulier de bebop dans les années 40. Les premiers hipsters, c'était des jeunes blancs qui adoptaient le style vestimentaire des Afro-Américains. Donc ça, c'est l'origine du hipster. Donc, ils ont fait leur retour dans les années 2010, depuis une petite dizaine d'années, ils étaient de retour. Alors un hipster, c'est quoi? Ça porte une barbe, des tatouages, ça mange bio, ça se déplace en vélo, ça habite les quartiers dits gentrifiés, à Belleville à Paris, Florentine à Tel Aviv ou Williamsburg à New York. Donc pour en finir avec le hipster, regardez cette parodie qui a fait des millions de vues sur YouTube. On la doit au Palmacho de D8. Voilà ce qu'était un hipster. Le monde nous fait peur, je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Y a un filter, ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sans quinoa. Les brunchs quinoa. Oui, c'est un drame. Ils sont véganes même, les hipsters. Absolument. Alors voilà, mais le problème du hipster, c'est qu'il a été trop récupéré par la pub, par le marketing, par la mode. Et donc, à la base, le hipster était subversif, mais il est devenu totalement consensuel. Absolument. Donc, has-been, évidemment. Alors c'est là qu'un journaliste américain du site Mashable sonne le glas et nous présente le UC. Donc Young Urban Creative. Le UC, ce n'est pas la mort du hipster, mais plutôt son upgrade, sa version améliorée. Vous le voyez déjà, le UC ne porte plus la barbe qui le rendait reconnaissable. Il cache ses tatouages, mais la grande différence, elle est surtout dans la tête et dans le parcours professionnel de ces UC. Alors non seulement UC, il est ambitieux, il entreprend et réussit, mais c'est surtout un grand créatif, car UC veut dire Young Urban Creative, je le répète. Généralement, il a quitté un job qui était rémunérateur, mais très ennuyeux, pour se réaliser dans un projet qui mêle la culture, l'éthique, mais aussi le business, comme par exemple créer des bières artisanales
local ou monter une librairie collaborative, mais qui fonctionnent bien. Ce sont des gens qui sont plutôt bien payés. Alors le hipster, lui, se contentait de paraître, mais le UC, lui, il veut être, c'est-à-dire qu'il en a vraiment dans la tête et il veut réussir dans sa carrière. D'ailleurs, contrairement au hipster, il regarde la société de consommation avec une certaine bienveillance. Le UC, en fait, finalement, certains disent que c'est la génération Y qui est devenue adulte et qui a réussi. Est-ce qu'ils sont reconnaissables grâce à cette coupe de cheveux non, ils sont plus cachés, c'est ça? Alors voilà, c'est que le problème pour l'instant, ça a été théorisé, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire que les critiques... C'est un modèle social, en fait, vers lequel on tend. Alors certains disent que c'est justement l'invention, tout simplement, d'un journalisme. Mais le problème, c'est qu'à l'heure d'Internet, le terme a déjà fait le tour du monde. Donc on en parle, mais on ne les voit pas. Donc rendez-vous dans 6 mois. Et je pense que la seule preuve, c'est de voir si les barbes auront disparu de Florentine. Merci, la revanche de Youssi. Merci beaucoup, Rudy. Merci. Laetitia, merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve dès demain avec grand plaisir. Passez une belle journée. Portez-vous bien.